fièvre, de décrire les différents types de température, de citer une étiologie pour chaque type de fièvre et de citer 5 causes de fièvre qui ne sont pas d'origine infectieuse. Alors, pour atteindre ces objectifs, dans un premier chapitre, on va voir les généralités, quelques concepts de définition. Dans un deuxième chapitre, on va faire quelques rappels physiologiques de la température. On va voir ce qu'est une température normale, quelles sont les variations physiques qu'on retrouve autour de la température et qu'est-ce qui est à l'origine de la régulation de cette température. Dans un troisième chapitre, on va voir la physiopathologie de la fièvre. Étudier ensuite sémiologiquement la fièvre, ce qu'il faut voir à l'interrogatoire, comment on fait l'étude de la courbe thermique, ainsi que ce que vous devrez rechercher à l'examen clinique. Et avant de conclure, on va voir quelques étiologies à l'origine de la fièvre. Alors, il faut savoir qu'on appelle une fièvre toute élévation de la température centrale au-dessus de la norme. Qu'est-ce qui est considéré comme normal? Ce sont des températures de 37,5 degrés le matin et de 37,8 degrés le soir. Donc, chaque fois qu'on a une élévation de ces températures, au-dessus de ces valeurs, on parle de fièvre. On va voir quelques subtilités, quelques différences au cours de la présentation. Donc, chez quel sujet? C'est-à-dire, pour qu'on puisse parler de fièvre, il faut que ces températures soient élevées chez un sujet qui est au repos depuis plus de 15 minutes. On va voir pourquoi tout à l'heure. Des valeurs qui seront prises à distance des repas. Ça aussi, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, il faut noter que la fièvre est un motif fréquent de consultation. Souvent, les patients viennent en consultation pour une fièvre. Les étiologies, c'est-à-dire les causes pouvant atteindre une fièvre sont multiples, mais elles sont souvent dues à des causes infectieuses. On disait ça tout à l'heure. La température, lorsqu'elle est normale, elle est autour de 37 degrés en moyenne lorsque le sujet est au repos. Donc, on va avoir quelques variations au cours de la journée, au nicténaire, entre 1 à 1 degré du matin au soir. Donc, on parle toujours de température normale lorsque ça se trouve aux environs de 36,5, 37 le matin et environ 37,5 le soir. Alors, il y a une petite différence de quelques dixièmes de degrés qui rentrent toujours dans la température normale, mais retenez que c'est ces quelques variations qui font qu'on parle de température normale chez le sujet normal. Alors, il y a des variations physiologiques, toujours chez ce sujet-là, parce qu'il y a des facteurs qui peuvent entraîner la variation de température. Le premier facteur, c'est l'effort. Après un effort, la température, au cours de l'effort et même après l'effort, la température s'élève de plusieurs dixièmes de degrés. C'est ce qui explique que lorsqu'on prend la température, il faut que le sujet soit au repos depuis au moins 15 minutes. Le cycle menstruel chez la femme, chez qui la température va varier en fonction de la partie du cycle où elle se trouve. L'alimentation, le stress et les émotions aussi sont une réaction physiologique, ce qui explique aussi pourquoi il faut prendre la température à distance d'un pas. Alors, concernant le cycle menstruel, c'est ce que vous voyez ici. Normalement, avant l'ovulation, c'est-à-dire lors de la folliculaire, on a des températures qui avoisinent les 36, 36,8. Et après l'ovulation, il y a une augmentation de ce seuil de température. On a une augmentation de quelques dixièmes de degrés lors de la phase lutéale. C'est ce qu'on voit ici. Donc, la température va monter jusqu'à 37,2 ou un peu plus en fonction du sujet chez lequel on se trouve. Mais notez qu'il y a des variations au cours du cycle. Ce qui est à l'origine de la régulation de la température, c'est que l'homme est animé au terme. C'est-à-dire que l'organisme humain permet toujours que la température reste aux alentours de 37 degrés. Et cette constante est possible grâce à un équilibre se fait entre la thermogénèse et la thermolyse. La thermogénèse, c'est littéralement la production de chaleur. Donc, l'organisme va produire de la chaleur en faisant une combustion des protéines
Et si se fait via des hormones, notamment les hormones thyroïdiennes. Et la thermolyse, qui est une perte de chaleur qui va se faire par transpiration cutanée ou lorsqu'on va perdre la perspiration pulmonaire. Donc, c'est l'équilibre genèse et la thermolyse qui permet de garder la température aux environs de 37 degrés. Donc, ce qui permet de mettre en jeu ces mécanismes de thermogenèse et de thermolyse, le centre de la thermorégulation se trouve au niveau de l'hypothalamus antérieur. Donc, lorsqu'on a une élévation de la température corporelle, l'hypothalamus va activer qui vont activer la thermolyse. Donc, beaucoup de chaleur, l'organisme va faire en sorte qu'on en perde. Et lorsqu'il y a une baisse de la température, l'organisme va activer les mécanismes de thermogenèse, ce qui va faire que la produire de la chaleur pour élever la température. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une fièvre? Il faut savoir qu'il y a quelques mécanismes qui sont à l'origine de la production de fièvre. Donc, la fièvre est due à la production de substances pyrogènes. On appelle ça pyrogènes, ce sont des substances qui sont capables de produire de la fièvre. Lorsqu'il y a une hyperthyroïdie, il y a une augmentation du métabolisme de base. Cette augmentation du métabolisme de base va augmenter la production des glucides, des lipides et des protéines, comme on l'a vu, et c'est ça qui va être à l'origine de la thermogenèse. Dans certaines maladies du système nerveux, lorsqu'on a une atteinte du système nerveux central, on a une atteinte du centre régulateur qui se trouve au niveau de l'hypothalamus. Ce sont des mécanismes qui sont aussi à l'origine de la fièvre. Donc, lorsque ces mécanismes sont mis en jeu, quelle est la conséquence? Il faut comprendre que, en cas de fièvre, le niveau thermostat augmente, c'est-à-dire qu'il passe de 37 degrés à une température supérieure. C'est ça qui fait qu'il y a de la fièvre. Maintenant, comment agir par rapport à cela? Lors de l'élévation du thermostat central par modification du niveau de régulation thermique, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 37 degrés, mais l'organisme considère que le niveau a augmenté. C'est-à-dire, par exemple, admettons que le thermostat est maintenant à 40. Donc, lorsque le thermostat est à 40, l'organisme qu'il faut produire de la chaleur parce que le niveau a augmenté. Donc, il va mettre en jeu les mécanismes de thermogenèse et pour essayer d'amener la température à ce nouveau niveau. Donc, les conséquences, c'est que vous allez avoir une vasoconstriction parce que ça court à la production de chaleur, les frissons et une augmentation du métabolisme cellulaire. On a essayé d'augmenter la production de chaleur. Alors, dans le cas contraire, donc le niveau du thermostat redescend et l'organisme va essayer aussi de mettre en jeu des mécanismes pour essayer de retrouver le niveau. Donc ici, ce sont des mécanismes de thermolyse qui sont mis en jeu. Donc, et ce qui se passe, ça se fait principalement par la station. Donc, c'est là que c'est ce que vous voulez voir lors de la défervescence thermique, le lac en général a des sueurs profuses. C'est une arrestation de la sudation. Donc, c'est ça le mécanisme que l'organisme met en œuvre lorsqu'il y a une fièvre. Donc, retenez que c'est une modification du thermostat qui est l'origine de ceci. Alors, on va passer au chapitre d'étymologie de la fièvre. Donc, il faut noter qu'on parle de fièvre ou de pyrexie, c'est la même chose. La température est supérieure à 30 degrés le matin et supérieure à 38 degrés 3 le soir. Donc, s'il n'y a pas de fièvre, parlez d'apyrexie. Vous allez entendre aussi parfois dans le jargon médical parler de pic fébrile, de clocher fébrile ou d'accélération de la température, mais ils sont brefs et ils sont inférieurs à 24 heures. Donc, les fièvres, elles peuvent être plusieurs types. On parle de fièvre aiguë lorsque la fièvre évolue depuis moins de 5 jours. Et on parle de fièvre prolongée lorsqu'elle évolue depuis plus de 3 semaines. Alors, lorsqu'on reçoit un malade qui se présente dans un tableau de fièvre, pourquoi? Parce que c'est l'intégratoire qui va préciser le mode de début. Est-ce que c'est une fièvre qui est d'apparition aiguë?
c'est-à-dire une température qui est normale, et en quelques heures va commencer à faire une ascension qui peut atteindre 40-41 degrés en quelques heures. Le mode de début, est-ce que c'est un mode de début qui est progressif? C'est une température qui a commencé à s'élever progressivement avec degrés et qui va atteindre un maximum en 4 à 5 jours. Ou bien, est-ce que c'est un début qui est insidieux? Parce qu'en fonction du mode de début, vous pouvez vous orienter vers certaines là qui ne décroche pas. Est-ce que c'est une fièvre acceptée par maladie? Quelles sont les variations de la fièvre sur le nictémère? C'est-à-dire, est-ce que c'est une fièvre qui est là que le matin? Est-ce que c'est une fièvre qui est là que le soir? Ou il n'y a pas de périodicité, elle apparaît à n'importe quel moment. Donc ça, ce sont des éléments que l'interrogatoire va vous permettre de préciser. L'interrogatoire va aussi vous permettre de préciser l'antécédent et le mode de vie du patient. De toute façon, ce sont des choses qu'il faut trouver. Le terrain, la profession, le mode de vie, les antécédents de vaccination, est-ce qu'il y a des antécédents de voyage, est-ce qu'il y a une notion de contact avec un autre patient qui est présenté tel ou tel signe. Ça, il faut toujours le rechercher, toujours pour vous orienter vers une étiologie. Il faudra aussi rechercher des signes qui sont associés ou des signes qui vont vous orienter vers une atteinte d'un organe. Par exemple, un patient va vous parler de dysphagie, vous pourrez penser à une angine. Un patient qui tousse dans un contexte fébrile, il faut penser à une pneumopathie. Un patient qui vous rapporte des brûlures lors de la miction, il faudra penser à une infection urinaire. Alors, après l'interrogatoire, il faut penser à établir la courbe thermique. La courbe thermique, elle est importante parce qu'en fonction de l'allure de cette courbe, on peut aussi avoir pensé à des étiologies. Donc, je pense que vous le savez tous. En tout cas, vous avez dû voir au moins des feuilles de température à l'hôpital. Ce sont des feuilles sur lesquelles on reporte la température. Idéalement, celle du matin et enfin, on rapporte la température du matin et du soir. Mais idéalement, il faut, surtout pour pouvoir bien cerner les variations de la température au cours du nictémère, c'est de reporter la température toutes les 3 heures. Donc, et c'est ça, en faisant ça, vous allez voir une courbe qui va se former, et c'est cette courbe l'aspect de cette courbe va vous orienter vers certaines causes et pas d'autres. Donc, idéalement, c'est prendre la température toutes les 3 heures, le reporter sur la feuille de température. Et lorsqu'on a une courbe thermique qui peut prendre plusieurs aspects, on peut avoir plusieurs étiologies, ou en tout cas évoquer une ou plusieurs étiologies. Des courbes thermiques que l'on peut avoir. Donc, le premier type de fièvre qu'on peut retrouver, c'est la fébricule. On avait vu tout à l'heure, on disait tout à l'heure que la température est en dessous de 37, dans la définition 37 le matin, 37,5 le soir. Donc, on parle de fébricule. C'est lorsque la température est au-dessus de la normale, mais elle ne dépasse pas les 38. Est-ce que vous voyez sur cette courbe? Je pense que ça, vous voyez. Alors, ici, vous voyez par exemple que la température est plus élevée là, mais elle dépasse rarement les 38. C'est ce qu'on appelle la fébricule. Soit elle est permanente. Et là, vous avez une fébricule, elle peut se retrouver dans beaucoup de pathologies, mais vous pouvez penser à une tuberculose, vous pouvez penser à une hyperthyroïdie ou bien penser à certaines atteintes virales. Le deuxième type de fièvre qu'on va avoir, c'est la fièvre continue ou encore appelée fièvre en plateau. Qu'est-ce que c'est que la fièvre continue? C'est une fièvre qui, après être montée rapidement en 1 à 2 jours, c'est une fièvre qui va se maintenir en plateau. Donc, elle va rester aux environs de 39-40, elle ne va pas décrocher, elle ne va pas redescendre. De temps en temps, on peut noter une faible rémission de 0,5 degrés le matin. C'est une fièvre qui typiquement reste élevée au cours du temps. Donc, ce sont des qu'on retrouve dans la fièvre typhoïde, dans les septicémies, ou bien dans le paludisme de primo-invasion. Ça veut dire le palud qui survient chez un sujet humain qui n'a jamais fait de palud. C'est ce que vous voyez sur cette courbe. Ici, vous voyez la courbe de la température en rose. Vous voyez ici, la température était apéritique. À partir de J1, il était environ 37. Et entre le J1 du matin et le J1 du soir, la température est montée pour atteindre presque 42 degrés. Et à partir de là, la température ne décroche plus.
tourne autour de 40, 41, 41, 41, parfois un peu moins, mais toujours en plateau. Et vous voyez, c'est cette courbe-là qui est en plateau. C'est pour ça qu'on appelle la fièvre en plateau. L'autre type de fièvre qu'on peut retrouver, c'est ce qu'on appelle la fièvre rémitante quotidienne. Donc, c'est une fièvre qui, le matin, est plus ou moins normale, mais qui s'élève le soir. Donc, c'est typiquement le qui veut dire que moi, je fais de la fièvre, mais le soir. Je suis toujours le soir normalement. Vous voyez ici sur cette courbe, le matin, le patient est aux environs, il fait de la fièvre, mais pas très élevé. Parfois, il est ici, par exemple, vous voyez ici aux environs de 30, 37,5, etc. Mais le soir, il est aux environs de 40, 40, 41. Donc, on voit ça à 37,5, 40. Parfois 39, 40. Parfois même, il redescend jusqu'à 37. Et en soir, vous voyez la température s'élève. C'est ce qu'on appelle la fièvre rémitante. Et on la retrouve beaucoup de suppuration profonde, par exemple dans les abcès du foie, les abcès appendiculaires, etc. La fièvre intermittente, c'est un type de fièvre où la fièvre survient par accès, c'est-à-dire le patient va vous dire que je fais de la fièvre, mais il y a des moments où il n'a pas de fièvre. Donc, ce sont des accès de fièvre qui sont séparés par des intervalles d'apyrexie totale. Pendant ces moments-là, le patient ne fait pas du tout de fièvre. Maintenant, les intervalles d'apyrexie peuvent survenir de manière régulière. Cette fièvre se fait avoir. Est-ce que vous pouvez faire un micro? Un petit peu, on peut voir dans les fièvres ici, vous allez voir le patient une fièvre, un pic fébrile un jour, et après, il va faire une apyrexie pendant un an. Il va refaire un pic fébrile. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, et je ne sais pas c'est qui. C'est Madame la représentante. Madame, on vous entend pas. Votre micro est fermé pour ça. C'est bon? Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, quelle est la dernière partie que vous n'avez pas entendue? C'est au niveau de cette diapositive? D'accord, oui. D'accord, je vais reprendre. Alors,
Je disais ici que la fièvre intermittente régulière, c'est une fièvre qui est intermittente, mais contrairement aux fièvres intermittentes irrégulières, ici, les périodes d'apérexie, elles sont régulières. Donc, vous expliquez que la fièvre tierce, par exemple, comme ce qu'on voit sur cette courbe, c'est un patient qui fait un pic fébrile, qui fait de la fièvre pendant une journée et qui fait une période d'apérexie la journée suivante, et le surlendemain, il refait un pic fébrile. J'ai coupé la courbe, mais si je l'avais continué, vous allez voir aussi qu'il a refait une apérexie le jour suivant. Donc, les périodes d'apérexie et les périodes de fièvre sont régulières. Dans la fièvre courte, c'est à peu près le même principe, sauf que ici, le patient fait une fièvre. Après, il fait une apérexie un jour, 2 jours, il reprend de la fièvre le 3e jour. Il refait une apérexie 1 jour, 2 jours, et il refait un pic fébrile le jour suivant. Donc, les fièvres tierces et les fièvres courtes, c'était des fièvres qu'on trouvait typiquement dans les accès palustres. On les appelait même des fièvres typiques des accès palustres. Et comme je disais, en fait, ici, contrairement aux fièvres intermittentes irrégulières, ce sont des fièvres dont les périodes d'apérexie sont stables. Ça reste des fièvres intermittentes avec des accès et des apérexis. Mais ici, les fièvres d'apérexie sont stables. Ça ne survient pas un jour ou bien 2 jours après, mais c'est toujours le même nombre d'apérexie. Les fièvres récurrentes, c'est aussi des fièvres intermittentes. Mais ici, la particularité, c'est que les périodes de fièvre et d'apérexie sont plus prolongées. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des fièvres comme ici pendant 3 à 6 jours. Donc, ici, J1, c'est pas très clair, je suis désolée. J2, J3, J4, jusqu'à J6. Et le patient va rester toute une semaine où il ne fait pas de la fièvre. Après, il reprend à faire de la fièvre, après, il reprend des périodes d'apérexie. Ce sont des fièvres comme les autres, mais ce sont des fièvres où les périodes sont plus, les périodes d'apérexie et les périodes de fièvre sont plus prolongées. Donc, on le retrouve souvent dans les fièvres récurrentes erratiques, ce qu'on appelle les borrélioses. Fièvre ondulante. Ici, alors, dans ces fièvres-là, les poussées thermiques commencent et se terminent de manière progressive. Et souvent, c'est difficile d'avoir un vrai retour à l'apérexie et l'évolution est longue. Si vous regardez sur la courbe, par exemple, c'est un patient qui commence à 37, qui après 38, après redescend à 37, remonte à 35. Vous voyez, c'est une fièvre qui est en marche d'escalier. Et donc, le début est progressif jusqu'à atteindre 40 et il va redescendre de la même manière. 40, il va redescendre. À un moment, il va se retrouver au niveau de 37 et là, ça va reprendre. Donc, on fièvre à début et à fin progressif et qui évolue sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, c'est des fièvres que vous allez retrouver dans les brucelloses, par exemple, ou bien dans la maladie de Hodgkin. La fièvre hectique ou fièvre articulée, c'est une fièvre qui est prolongée avec des grandes oscillations thermiques. Il n'y a pas vraiment de rythme, il y a beaucoup de pics lorsque vous regardez le courbe de température. La fièvre est désarticulée, elle n'a pas de rythme. Donc, ce qui se passe, c'est que un peu dans tous les sens. Il peut passer de 36 à 39, après il fait 40, après il descend à 36, après il remonte à 37, après il retourne à 40. Il n'y a pas vraiment de rythme. La fièvre revient comme elle veut, elle prend les pics qu'elle veut. C'est pour ça qu'on l'appelle désarticulée, parce qu'elle n'a pas vraiment de rythme et elle part un peu dans tous les sens. Donc, comme vous le voyez, donc 39, 40, et vous voyez que la courbe est elle n'est pas très régulière. Donc, c'est une fièvre que l'on retrouve dans les septicémies ou bien dans les états septiques graves, ou bien dans la maladie de Still, qui est un rhumatisme articulaire que l'on retrouve dans une maladie du système. Alors, après avoir déterminé le type de fièvre que vous avez en fonction de la courbe de température, il faut faire un examen clinique complet. Donc, lorsqu'on est en face d'une fièvre, il faut rechercher des signes associés. On l'a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez de la physiopathologie. Normalement, quand l'organisme est en train de régler, de faire la thermorégulation au cours de la fièvre, avec le thermostat central qui a augmenté. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait une vasoconstriction cutanée et ce qui est à l'origine de l'augmentation de la température cutanée. On a une augmentation du métabolisme de base, ce qui va entraîner une accélération de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque. Et cette augmentation de la fréquence cardiaque va être à l'origine de la variation du pouls. Et ça, ce sont des signes que vous devez obligatoirement rechercher. Donc, devant un patient qui fait une fièvre, regardez la température cutanée, regardez la fréquence respiratoire, mais surtout regardez le pouls. Regarder le pouls est important parce que normalement, il y a une accélération du pouls en rapport avec la température, ce que je vous expliquais tout de suite. Et dans certains cas, vous allez vous retrouver avec une dissociation pouls-température. Je m'explique.
Normalement, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais lorsqu'on a une augmentation de la température d'1 degré, on doit avoir une augmentation de la fréquence cardiaque de 10 battements. Donc, ça veut dire que si vous êtes à 37, vous êtes aux environs de 80. Lorsqu'on est à 38 ou 39, vous devez être aux environs de 90 ou de 100, en fonction de la fréquence cardiaque de base du sujet. Hein. Par exemple, ici, vous êtes aux environs de 40, le patient doit être à 120. Donc, c'est comme ça que c'est fait. C'est censé se faire. La courbe du pouls doit suivre la courbe de la température. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouls en rapport avec la température. Il arrive des cas où, par exemple, on a une dissociation. Une dissociation, c'est-à-dire que le pouls ne suit pas la température par rapport à son évolution. Par exemple, ici, vous avez une dissociation entre la fièvre et le pouls. Le pouls est moins accéléré que ne le voudrait la température. Si vous regardez, là, le patient ici, il est à 39. Donc, il est aux environs de 90. Il est redescendu aux environs de 38. Il est toujours aux environs de 80. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, ici, le patient est à 40 degrés, mais son pouls ne dépasse pas les 100. Alors qu'à 40 degrés, il devrait être à plus de 100, vers environ même 120. Donc, c'est ce qu'on appelle une dissociation pouls-température. Retenez que lorsque la température augmente d'1 degré, la fréquence respiratoire doit augmenter de 10, la fréquence cardiaque doit augmenter de 10 battements. Donc, lorsque vous regardez la courbe, c'est pour ça que c'est important de pouvoir lire les courbes de température. Lorsque vous regardez la courbe et que vous voyez que le pouls ne suit pas la température, vous avez ce qu'on appelle une dissociation. Et la dissociation est importante parce que ce sont des signes qui orientent vers des pathologies. Par exemple, lorsque vous avez une dissociation entre la fièvre et le pouls est moins accéléré que ne le voudrait la température, ça peut vous faire penser à une fièvre typhoïde. C'est un signe qu'on retrouve souvent dans les fièvres typhoïdes. Dans l'exemple d'en bas, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que le pouls est trop accéléré par rapport à la température. Ici, on a un patient qui fait juste une fébricule. Il dépasse rarement les 38, 39. Mais le pouls est très accéléré. Il descend rarement en deçà des 100 battements par minute. Et ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve beaucoup dans les thrombophlébite des mondes, lorsqu'il y a une phlébite en tout cas. Donc, il est important de mettre en relation la fréquence de pouls et la température pour guetter s'il n'y a pas de dissociation, qui sont des dissociations qui sont des signes qui peuvent vous orienter vers des pathologies. Alors, recherchez toujours des signes associés à l'examen clinique. Le patient, est-ce qu'il fait des frissons, est-ce qu'il fait des sueurs, est-ce qu'il se plaint de céphalée, est-ce qu'il y a des arthralgies, des myalgies, est-ce qu'il vous dit qu'il est fatigué, qu'il a perdu du poids, etc. Recherchez des signes de déshydratation, un pli cutané, un patient qui dit qu'il a soif ou bien une oligurie. Recherchez d'autres signes viscéraux comme les adénopathies, l'hépatomégalie ou la splénomégalie. Il faut aussi toujours, dans votre examen, rechercher des signes qui vont vous orienter vers une étiologie, parce que la fièvre n'est pas un signe spécifique, c'est un signe général. Donc, dans votre examen, toujours rechercher des signes qui vont vous orienter. Vous allez peut-être vous retrouver avec des signes neurologiques comme un syndrome méningé, des troubles de la conscience, des crises convulsives, un déficit neurologique. Et dans ces cas-là, vous pourriez peut-être penser à une méningite ou à une encéphalie. Lorsque vous regardez, vous examinez le patient et que vous avez un souffle cardiaque associé à une fièvre, il faut obligatoirement penser à une endocardite. À l'auscultation pulmonaire, lorsque vous avez des anomalies, que ce soit des souffles, que ce soit des râles, etc., il faut penser à une pneumopathie. Un patient chez qui il vous dit qu'il a une pollakiurie, une dysurie associée à cette fièvre, ils vont penser à des infections urinaires. Recherchez d'autres signes, des signes cutanés, le purpura qui sont des taches rouges que l'on retrouve au niveau de la peau, des exanthèmes, etc., qui vont vous orienter vers d'autres étiologies. Alors, pour terminer, les étiologies des fièvres sont très, très, très nombreuses. Et comme on l'a dit tantôt, les étiologies les plus fréquentes, ça reste quand même les causes infectieuses. Les maladies infectieuses bactériennes, virales, parasitaires ou fongiques peuvent, dans la majorité des cas, être responsables de fièvre. Mais il faut retenir que ce ne sont pas les seuls à être pourvoyeuses de fièvre. Fièvre n'est pas égale à maladie infectieuse. Il y a des causes non infectieuses. Donc, on peut se retrouver avec des fièvres chez les patients qui font des thromboses artérielles ou veineuses, dans les maladies inflammatoires comme les vascularites ou les rhumatismes inflammatoires, dans les hémopathies, surtout les leucémies et les lymphomes, chez des patients qui prennent des neuroleptiques, dans la granulocytose, dans les hématomes ou même dans les cancers. Dans toutes ces causes-là, on peut se retrouver avec des fièvres.
Donc, la démarche diagnostique, elle est importante. Il faut toujours rechercher, faire un bon interrogatoire, demander à votre malade comment est-ce que ça a commencé, quels sont les signes qui sont associés qui vous permettent de vous orienter vers une autre chirurgie. Donc, en conclusion, il faut noter que la fièvre, c'est un symptôme qui est important et qui peut relever d'un grand nombre de causes. Notez que les maladies infectieuses sont les causes les plus fréquentes, mais ce ne sont pas les seules. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la fièvre, ça reste un mécanisme de défense de l'organisme face à une agression, etc., en réponse à quelque chose qui se passe en tout cas. Donc, souvent, elle est bien supportée, donc il ne faut pas vous précipiter pour la traiter. Le problème, c'est que souvent, en cas de fièvre, on met systématiquement des médicaments, des antipyrétiques, surtout des antipyrétiques. Et le problème, c'est qu'en mettant des antipyrétiques, on masque la fièvre et on n'arrive pas, lorsque vous masquez la fièvre, vous ne pourrez pas établir une bonne courbe de température. Donc, pensez à ne pas traiter systématiquement une fièvre. Pensez à prendre et demander, en tout cas, soit de vous, soit les infirmières, leur demander de faire de bonnes courbes de température parce que la courbe de température est primordiale pour vous orienter vers des étiologies. Je vous remercie si vous avez des questions et je suis à votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions? Oui? Vous êtes en quelle année? En troisième année, ça? Celui qui m'a posé la question. Vous êtes en deuxième année? Ok, d'accord. Alors, la dysphagie, c'est une gêne à la déglutition. C'est lorsque le malade, il mange et qu'il vous dit que j'ai du mal à avaler. Mais je vous conseille, lorsque vous faites de la sémiologie, peu importe votre niveau, deuxième, troisième, quatrième année, il faut penser à acheter des dictionnaires médicaux. Parce qu'à un moment, on va beaucoup utiliser des termes médicaux. Et ce serait bien pour vous d'avoir un dictionnaire pour pouvoir savoir de quoi on parle. Donc, la dysphagie, c'est une gêne à la déglutition. C'est-à-dire, c'est une gêne, le malade va vous dire que lorsque je mange, ça ne passe pas, ou bien j'ai du mal à avaler. C'est ce qu'on appelle la dysphagie. Et l'angine, c'est une inflammation. Donc, des fois, ça peut être à l'origine de cette dysphagie. C'est bon? Okay. Alors, ça, c'est à vous de le voir. C'est pour ça que lorsqu'on a un malade qui vient fébricules, même si c'est une fièvre très élevée, il faut rechercher ce qu'il y a associé à ce signe-là pour pouvoir déterminer ce que c'est. En général, la fébricule, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une tuberculose. Une tuberculose, c'est une infection qui est quand même grave. Donc, c'est pas la valeur de la fièvre, mais surtout ce qui est associé à ça. Est-ce que vous avez d'autres signes qui vous orientent vers quelque chose? Est-ce que le malade se plaint d'autre chose? Et c'est cet ensemble qui va vous permettre de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là ou bien est-ce que c'est juste... Dans tous les cas, la fièvre ou la fébricule, c'est une réaction de l'organisme. Une réaction due à quoi? Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est une maladie inflammatoire, etc. Ça, c'est à vous de le rechercher. Bon? Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est pas clair, vous pouvez me dire, on va revenir sur certains concepts. Je pense qu'on a encore un peu de temps. C'est bon pour tout le monde? Oui, d'accord.
C'est bon? Ok, si c'est bon pour tout le monde, on peut s'en arrêter là. On vous enverra le cours, je vais envoyer ça à vos encadreurs et après ils vont vous le transférer. Merci à tout le monde. Merci, madame. Vous envoyez le cours à madame Sarah, vous dites? Non, enfin, je vais l'envoyer au professeur Lawson et après lui, il l'enverra à, je sais pas qui doit vous envoyer ça, mais en tout cas, vous allez le recevoir. D'accord. Sinon, Ok. je vous donne le mail de la classe, vous l'envoyez directement. Oui, vous pouvez me l'envoyer, oui. Vous pouvez le mettre dans la conversation ici, je vais le noter. D'accord. Ok. En ce milieu, je programme est terminé, ou bien? Oui, c'est terminé. Ok, merci. Ok. D'accord.